de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, REMLAC. El título de su trabajo en español es El Imperio contra el Pueblo, presencia masónica en la Semana Trágica en Barcelona en 1909. Así que le damos la palabra a Silvia Hollinger. ¿Está puesto el micrófono? Sí. Okay. Bon, so what I'm going to do is I'm going to speak in French, but my slides are in English. Okay? Alors, je vais parler en français, mais les diapositives seront en anglais. Tout d'abord, veuillez bien excuser mes fautes de français, ça fait des années que je ne parle plus en français. Alors, j'ai trouvé ce sujet par accidentellement, parce que je suis une spécialiste de la photographie. Et en ce moment, je suis en train de rédiger un livre sur la photographie maçonnique en Espagne. Et je voulais absolument trouver des photographes, les auteurs des photographes que je vais vous montrer. Et en faisant ça, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Tout d'abord, qu'on doit changer l'enseignement de ce qui est l'Empire. Parce que, comme vous allez voir dans cet exemple, l'Empire va contre son peuple. Et c'est comme le chien dont parlait Paul Rich, c'est le chien qui n'aboie pas. Ben, c'est évident, oui, mais alors dites-le. Disons-le aussi à nos élèves. Bon. Alors, cet exemple est important à plusieurs niveaux. Au niveau de l'historiographie espagnole, c'est très important parce que c'est la première documentation visuelle qu'on a de ce que va être la division, la grande fossée, comme dirait Astérix, de la société espagnole du XXe siècle. Et que, comme vous savez, va aboutir dans une guerre civile. Alors, quelle est la situation? C'est une situation vraiment, je pense, intéressante. Alors, c'est en bas, voilà. Ah, d'accord. Attends, voilà. Alors là, je vais en arrière, non? Voilà. Alors, mes questions de recherche là-dessus, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Comment ont été reçues les nouvelles idées de la modernité? Et quel était le rôle de la franc-maçonnerie dans cette révolte? Parce que ça fut une révolte. Alors, la situation était la suivante. L'Espagne était propriétaire, avait une préfecture au Maroc, et là toujours déjà, dans un endroit qui s'appelle Melilla. Et des fois, il y a eu une guerre de Marocains, ou la guerre d'Afrique, qui dure longtemps, ça va durer jusqu'à 1936, de la guerre coloniale espagnole, ces dernières colonies qu'ils ne veulent pas lâcher. Hein, ils ont déjà perdu tout en Amérique latine, ils ne veulent pas les lâcher. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont besoin de retrouver des soldats. Mais c'est un système totalement injuste dans lequel, si tu payes 1500 pesettes, à l'époque c'était beaucoup d'argent, tu n'étais pas mobilisé. Alors, c'était seulement les pauvres, les ouvriers qui allaient à la guerre. Oups, je voulais les photos. How do I get to the pictures? Ah voilà. Alors pour montrer un peu ce que se représentait la guerre, ce ne sont pas les photos de l'époque, ce sont un peu plus tard, mais ce sont des photos du genre Vietnam, non, américain, les horreurs de la guerre, rien à voir avec notre cher Goya, bien sûr. Cette photo était défendue en Espagne, mais elle a été publiée en 1926 en France. Bon, alors... Le problème, c'est qu'ils ont, pour défendre une mine dans la région du Rif, le gouvernement espagnol a tout d'un coup mobilisé ses réserves. C'était des mines qui étaient la propriété d'un groupe de millionnaires et de nobles. C'était même pas la propriété de l'État. Alors, ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tous ces soldats au bas du boulevard de la Ramblas qui étaient en train de s'embarquer. Et sa famille est venue leur dire au revoir, mais ils ont eu la mauvaise idée de le faire un dimanche après-midi,
quand toute la Barcelone est là en train de se promener. Alors tout d'un coup, ils étaient très mécontents parce qu'ils avaient déjà fait 6 ans en Maroc. Ils sont rentrés, ils ont attendu 3 ans pour pouvoir se marier. Ils se sont mariés, ils ont commencé à travailler, ils ont eu des enfants et paf, on les rappelle à nouveau. Et en plus, on rappelle toujours les mêmes. Les familles qui sont là pour leur dire au revoir, ils ne vont plus avoir d'argent, c'est fini, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont très fâchés. Alors les femmes commencent à prendre le fusil de leur mari, mais soi-disant pour les embrasser. Mais peu à peu, elles ont commencé à jeter les fusils dans la mer. Et en plus de tout ça, les supérieurs ne pouvaient pas se faire entendre sur la bruit, non, au-dessus du bruit. Alors ça, c'est aussi une illustration de comment étaient les embarquements à l'époque. Alors, c'était très bon pour les émeutes. Hein. Alors, en plus de ça, il y a tout Barcelone qui se promène. Tout le monde appuie les soldats, parce qu'il y a une grande population qui est pacifiste. Et il y a aussi une grande partie de la population qui est franc-maçonne. Mais bien sûr, on ne sait pas qui est franc-maçonne. On sait de quelques-uns, mais on ne sait pas combien. On sait qu'en 1880, dans la Logia Simbólica de Catalunya y Baleares, il y avait, je vais chercher dans mes guides là, en arrière, oui là. Oups. Oui. Alors, comme je vous ai dit, il y a eu la révolte et entre-temps, ce soir, les leaders anarchistes et socialistes se sont réunis et ils ont déclaré une grève générale. Mais ce n'était pas seulement les socialistes, les soldats et leurs familles et les anarchistes, mais c'était aussi les membres d'un parti qui s'appelait le Parti radical républicain, qui était, et leur président, leur leader, était franc-maçon. Alors, ça c'est le 25, ça c'est les photos dont je vous ai parlé. Je vais vous les montrer simplement. Alors, il y a eu, malheureusement, ils ont commencé à incendier des églises. Et pas seulement ça, ils ont ouvert des tombeaux des religieuses. C'est déconsacré, si je me... Bon, j'ai oublié de vous dire que aussi le roi avait fermé le Parlement. Alors c'était un moment très très tendu. Vous imaginez que je suis en train de vous expliquer la version simplifiée de la situation. Alors ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement a décidé finalement d'envoyer les soldats les Espagnols d'autres endroits attaquer, brimer la rébellion. Ah, pardon, tu me trompes de direction tout le temps. Non. Ah, voilà, là. Oh, je m'excuse. Oh là là. Joder, tío. Que me voy para atrás cuando quiero ir adelante. Lo hago al revés. No estoy acostumbrada. ¿Quieres que te ayude yo? Sí, sí. Next. Thank you. Ah, voilà. Alors, ils ont pris des troupes de Saragosse. C'est que d'habitude, on a le PowerPoint aussi devant nous quand on parle. Bon, il y avait des gens de 30 000 personnes armées et ils ont envoyé l'armée de Saragosse et de Valence et on leur a dit que c'est une révolte catalane. C'était bien sûr pas le cas. Ils sont arrivés, ils ont protégé les clergés, ils ont protégé les provisions, mais
Ils ont reçu ordre d'attaquer à coups de canon les quartiers ouvriers. Je continue, next. Alors ça, c'est le général qui mène la révolte, la répression, pardon. Je continue, another. Again, mass. Un coup de canon contre un bâtiment. Again. Un homme arrêté, un ouvrier arrêté. Plus de arrêts. Go on, again. 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 OK. Alors, ça, c'est le monsieur dont je vous ai parlé avant, qui était le chef du parti radical républicain à Barcelone à l'époque. Il faisait des meetings, écrivait contre l'Église catholique d'une façon très, très, très agressive. Après cet événement, il s'est tranquillisé. Mais à l'époque, il était vraiment éloquent là-dessus. Mais lui n'était pas... c'est pas si évident, hein? It's not that easy, is it? Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lui n'était pas à Barcelone à l'époque. Il était en Argentine. Alors, il rentre, il s'arrête aux îles Canaries parce qu'il est rentré par bateau, bien sûr. Et il entend les nouvelles des événements à Barcelone et il décide de partir à Londres. Alors il va à Londres et il ne retourne pas. Il reste là-bas pendant un mois. Alors les autorités sont en train de chercher des coupables. Qui a organisé ça? Comment est-ce que tout ça s'est passé tout d'un coup, tellement rapidement et d'une façon tellement extrême? Alors, ils ont cherché et ils ont trouvé un autre franc-maçon reconnu, anarchiste, qui s'appelait Ferrer y Guardia. Picture, please. Yeah. Mm-hmm. Alors, ça, c'est M. Ferrer y Guardia avec sa compagne. Et là, on décide de l'arrêter. On l'arrête tout d'un coup et on lui... more pictures, voilà. Ça, c'est sa compagne en train de lui rendre visite à la prison. Et ça, c'est une photo totalement défendue, un photographe qui s'appelle Merletti, mais je n'ai pas pu trouver s'il était franc-maçon ou pas, qui est rentré en cachette pour faire ces photos de son procès. C'était un procès militaire. Je ne sais pas comment on le dit en français. Le procès militaire, Yvan, comment on dit? Procès militaire. Oui, ah d'accord. Oui. Alors, ce qui est arrivé... Tribunal de guerre. Le tribunal de guerre, oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Ah bon, alors lui, il était un éducateur. Lui non plus était à Barcelone la semaine des émeutes. Et il avait fondé une école très non religieuse, bien sûr, très connue, qui s'appelait la Escuela Moderna. Et on dit que c'est le précurseur de Summerhill. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a fusillé à Montjuïc. Malheureusement, à Barcelone, s'ils vont fusiller quelqu'un, c'est toujours à Montjuïc. Ben, lui, je ne sais pas si c'était le premier, mais c'est un des plus connus. Alors ça a créé un scandale parmi tous les libres penseurs d'Europe. Il y a eu des manifestations, etc., etc. Et il y a de tas de questions qu'on n'a pas encore de nos jours la réponse. On ne sait pas qui a brûlé les églises et on ne sait pas... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Continue. Sigue. Ouais. Et on ne sait pas... Ah, d'accord. Oui, il faut remontrer les autres. Alors, remonte les photos. Alors, je vais vous montrer les photos des protestes. Je m'excuse. Vete a las fotos de las protestas. Sí. Ahí. Voilà. Alors, ça, je pense que c'est la Belgique. Next. Next. Alors, les résultats, c'était 1104 civils tués, 7 soldats, 4 membres de la Croix-Rouge et 3 prêtres. Ils ont brûlé 52 églises parmi les 142 établissements religieux catholiques à Barcelone. Ils ont levé 6000 mètres carrés de pavés
Et ils ont arrêté, c'était 2000 personnes qui, bien sûr, furent torturées, parce qu'à cette époque, si on t'arrêtait, on te torturait, surtout pour les affaires politiques. Et il y a eu 172 de cours qui a eu un procès militaire. 17 furent exécutés à mort, 5 furent furent condamnés à mort, 17 condamnés, 5 furent effectivement exécutés, un de, bien sûr, Ferrer y Guardia, et les autres 59 ont reçu une vida cadena perpetua. À perpétuité. La perpétuité. Condamné à la perpétuité. Ouais. Bon. Alors, on veut ça, les questions sans réponse. Tu peux volver atrás. Ah voilà, arrête là. Alors, c'est comment ça se fait qu'une émeute pacifique est devenue aussi violente? Ça, c'est une des questions qu'on ne connaît pas la réponse. Et l'autre, c'est, comme je vous ai dit, on ne sait pas qui a incendié les églises. Comme vous imaginez, il y a eu de nos jours, il y a des tas de disputes là-dessus. Et c'est la première peur quand les conservateurs, quand on parle de n'importe quel changement. Non, les communistes, les anarchistes vont venir et ils vont brûler les églises. Et l'imaginaire est tellement fort qu'ils ont mélangé, vous allez sur Google Images, et vous trouvez les photos de 1936 mélangées avec les photos de 1909. Alors, nous sommes devant la création de l'ennemi, d'un côté, la création visuelle de l'ennemi pour la première fois dans l'histoire d'Espagne. Après, Capa et d'autres photographes vont bien sûr l'exploiter. Et nous avons aussi, pour la première fois, la condamnation publique d'un franc-maçon. Parce que parmi les épreuves, ils ont retrouvé, je ne sais plus où c'est. Continue, voir. Non. Va en arrière. Vete atrás. Atrás, sí, más atrás. Sí. Más. Voilà. Alors, dans un témoin que j'ai utilisé, c'est un témoignage qu'on a trouvé en 1926 et il a été publié en 1910 ou 11. Alors lui, il dit, la seule preuve qu'on avait contre Ferrer, c'était un tas de documents et de bouquins et de livres, un tablier maçonnique, une bande et des médailles et des proclamations. Et alors, c'est aussi le début de la condamnation contre les francs-maçons en Espagne. Et ceci est très grave parce que ça va mener à une persécution après la fin de la guerre civile, que c'est une autre tragédie que je vais vous raconter. Mais là, on est devant le début. Bon, je vous remercie pour votre temps. Merci. Votre attention. Merci beaucoup, Silvia. Ahora, nuestra siguiente ponente es Valeria Aguiar Bobet, de la Universidad Jaume I de Castellón, con la ponencia Hermano Moro, Masonería y Colonialismo en el Protectorado Español de Marruecos de 1931 a 1936. Buenas tardes. En primer lugar, me disculpo porque haré mi presentación en español, pero las diapositivas están en francés. Yo voy a hablarles de la masonería en el Protectorado Español de Marruecos, que es mi tesis de doctorado, y voy a comenzar planteándoles una imagen general contextualizada de la masonería en Marruecos. La masonería española se instauraría en el norte de África desde el mismo momento que los españoles se asentaron de un modo más estable en la colonia, a finales del siglo XIX. En concreto, tenemos la primera fundación de la logia, de una logia en Tánger, en 1888.
aunque será a partir de la proclamación de la Segunda República y su significación ideológico-liberal para la masonería, cuando se levanten realmente la mayor parte de las logias de este territorio y tengan mucho más fuerza en el protectorado. Tetuán será la capital de esta masonería republicana, donde además se constituirá la sede de la Gran Logia Regional de Marruecos en noviembre de 1932. No obstante, habrá masonería también, habrán logias en otras zonas del protectorado español, incluso en el protectorado francés en Casablanca y en Fez. Para ofrecer una imagen general, pues hubo unas 12 logias pertenecientes a la Gran Logia Regional de Marruecos y unas 4 a la Gran Logia española, sin incluir las plazas de soberanía de Ceuta y de Melilla, que pertenecían a otra obediencia regional, la Gran Logia del Mediodía de España, por lo que no entran dentro de la masonería del protectorado. En estas logias, en un principio, pues, se compusieron sobre todo de militares, puesto que era la mayoría de la población española desde el momento de la ocupación, precisamente por la pacificación del territorio durante las guerras del Rif, aunque no van a ser la mayoría de individuos en estas logias. También había una gran parte de personal de la administración civil y comerciantes que también se establecieron en el territorio desde su ocupación. Junto a ello va a haber un porcentaje significativo de población judía y musulmana, que era la que nutría este territorio de Marruecos, evidentemente. Aproximadamente, pues la documentación presenta muchos problemas. Hubo unos 200 judíos y unos 28 musulmanes de 1000 individuos que recogerían las logias durante la Segunda República. No obstante, planteamos que es una masonería completamente diferente a lo que al resto de la masonería española, precisamente por su característica principal. Se trata de una masonería colonial, está en un territorio de protectorado y depende directamente de obediencias españolas, por lo que realmente solo podría compararse su situación o bien con otras masonerías coloniales anteriores en la historia de España, o bien con la de otras metrópolis europeas, porque es la primera vez que en la historia de España se plantea este problema, esta situación, esta circunstancia en el que en territorio de protectorado confluyen musulmanes, españoles y judíos. Por lo que la mayoría musulmana va a ser importante en la actuación de la masonería en el protectorado. Por lo que yo planteo que se trata de una masonería colonialista desde el principio, por el proyecto que configura y por los objetivos que se plantea desde 1888 en África. En la configuración de este proyecto colonialista influyen una serie de factores. Yo he visto que se trata sobre todo de un ideal colonial masónico que se presenta en ese territorio y que se va desarrollando a lo largo de las décadas de ocupación española. ¿Cómo empieza este ideal masónico? Pues desde una disertación de Martínez Barrios, que es el gran maestre del Gran Oriente español, también ministro de la Segunda República, pero empieza desde finales del siglo XIX, con la idea de que colonizar es civilizar. Y a partir de aquí empieza a configurarse un discurso que, como he dicho, le denomino ideal masónico colonial, que responde precisamente a la legitimación de la misión colonizadora civilizadora en Marruecos. Este ideal se basa en la construcción de una sociedad fraternal e igualitaria donde convivirían diferentes culturas y creencias religiosas sin exclusión y diferenciación, en la que Marruecos, por su propia condición colonial y multiétnica, se recreaba como un paraíso ficticio donde proyectar todos y cada uno de los preceptos masónicos. Pero básicamente este ideal masónico colonial formaba parte de la propia retórica colonial africanista de los españoles.
definida por algunos autores como retórica de la hermandad, que defendía el derecho legítimo, incluso moral, de España a ocupar Marruecos a partir del pasado común que compartían y no desde la superioridad racial de los españoles respecto a los musulmanes, como sí sucedía en otros territorios coloniales africanos. En esta resignificación del pasado, este nuevo al-Ándalus masónico, como yo también lo denomino, la imagen islamofóbica del moro salvaje enraizada en las guerras del Rif, en las guerras de pacificación, en la década anterior, daría paso en la masonería, sobre todo, a una imagen más idílica, exótica, en el que confluían este pasado común compartido con una imagen infantil, incivilizada, propia del canon colonial. Un ejemplo de ello es que les llamaban indígenas, no les llamaban musulmanes o la población o marroquíes, sino indígenas. Incluso en algunos textos aparecen como niños, como un hermano menor al que le deben protección, al que deben civilizar y que deben llevar al que deben instruir en cualquier ámbito. Entonces, se justificaba de alguna manera la situación colonial y este proyecto masónico, ¿no?, basado en estas teorías del evolucionismo y la dicotomía entre civilización y barbarie, ¿no? Los judíos, en cambio, se presentaban de forma diferente. La visión antisemita propia del sector más conservador española no se trataba a las logias, no se percibía de otra forma, se percibían como nexo de unión entre los musulmanes y los españoles, con una gran afinidad, como dicen en los textos, con la masonería en su aspecto rituario. Por tanto, la imagen del judío tenía una cercanía muchísimo mayor que la del musulmán. Por eso también se explica que sean 200 los que participaron en estas logias frente a los 28 musulmanes que tenemos en el listado. Además, bueno, el ideal masónico colonial entonces emergía de esta retórica, pretendiendo esa construcción de una sociedad verdaderamente fraternal e igualitaria. Y así se expresa desde los primeros reglamentos, desde el primer artículo de los reglamentos de cada una de las logias. Pero además, en esta resignificación del pasado, influyen dos factores más. En primer lugar, los preceptos masónicos, que partían desde las constituciones de Andersen 2 siglos atrás, recobraban un nuevo significado en su utopía filantrópica. Marruecos se percibía como un diamante en bruto en el que poder configurar de verdad los preceptos de la orden. Era un territorio virgen, salvaje, en el que también, y aquí entra la segunda variable, podrían redimirse de los actos realizados en los procesos coloniales anteriores desde el descubrimiento de América. Se trataba de una reconciliación colonial americano-marroquí, una redención de la actuación española en América, que se refleja a la perfección en un artículo publicado en la revista masónica de la ciudad de Larache, que se llama Destellos, con motivo del 12 de octubre, del Día de la Raza, donde se interrelaciona la conquista de América con la labor desarrollada en África en un intento de legitimar las relaciones históricas y la colonización de ambas, desde una visión paternalista del modelo colonial impulsado por el Estado. En el artículo se condena la intolerancia religiosa con la que se llevó a cabo la conquista de América, hecho que se pretendía disminuir y frenar en Marruecos, además de perfeccionarse porque ambos pueblos llevaban sangre hispana y compartían un pasado histórico común. El discurso termina con la sublime alusión siguiente que he marcado, bueno, se ha movido un poco, diciendo: el día que España se una de manera efectiva, sin reservas mentales, a los pueblos de la América hispana y al pueblo marroquí, será la apoteosis del gran día de la fiesta de la raza. Esta premisa, además, dotaría de orgullo y altruismo a los masones que trabajaban en pro de este ideal. España se redimiría y surgiría con más fuerza, y la orden con ella, al crear y configurar la sociedad idílica bajo los preceptos de la hermandad. Esta era un poco la idea, es una idea muy bonita que ellos tenían para proyectar en Marruecos, pero siempre desde el canon colonial. ¿En qué consistió
el proyecto colonialista que yo planteo. Tengo muchísimos ejemplos en la documentación, pero he elegido algunos de los más representativos frente a esta idea de colonizar es civilizar. En primer lugar, lo más importante, la integración de los indígenas, de los musulmanes, que eran la gran mayoría de la población, por lo tanto era lo esencial. Además, incluso las logias de la zona española denunciaron la actuación de los talleres de la zona francesa, donde se negaban a iniciar musulmanes precisamente porque iban en contra de este ideal. El gran orador de la Gran Logia de Marruecos, Hossein Ben Mohamed Jeje, condena este hecho por antimasónico y por exhibir la diferencia de la actuación imperialista y colonial de Francia respecto a España. La política hispana, desde esta perspectiva, era aplaudida por los marroquíes precisamente por su flexibilidad, que más bien reflejaba un creciente abandono y desinterés por parte del país protector. En este sentido, la masonería se convierte también en un vehículo más paralelo de la acción colonialista de España, precisamente porque se olvidaba un poco de Marruecos. De este modo, pues, se plantearon muchísimos trabajos, como proyectos educativos laicistas para las 3 razas, como decían ellos, becas para ayudar a estudiantes con escasos recursos. La posibilidad de hacer la promesa masónica sobre el Corán también se plantea. Se plantea también la traducción de rituales al árabe. Se constituye el Ateneo Hispano-Marroquí, que va a ser muy importante en la sociabilidad y en la difusión de ideas culturales y pronacionalistas marroquíes, y además se plantea la constitución de logias exclusivamente árabes, con un representante español, un poco al modo de la masonería femenina. Otro de los ejemplos es que se pretendió constituir un Gran Oriente africano, se plantea desde el principio de la constitución de estas logias africanas, pero la idea tenía algunos detractores. Lo importante era que podía suponer el hecho de crear un Gran Oriente africano que acabasen dependiendo del Gran Oriente francés, cosa que no agradaba en absoluto, precisamente si las logias, la mayoría de las logias fuesen de la zona francesa. Pero no obstante, la idea final era independizarse respecto a las obediencias nacionales, pero solo llegaron a plantearlo porque en el 1936 se finaliza el proyecto, nunca se lleva a cabo nada de lo que se plantean, solo pequeñas acciones. Pero la idea estaba ahí. Y como último ejemplo he puesto la propuesta que algunas logias presentaron a hermanos masones que estaban en la política republicana, como Martínez Barrios, Alejandro Lerroux o Fernando de los Ríos, de instituir como alto comisario, que es el cargo mayor español en el territorio marroquí, el cargo civil, a un masón, a un hermano masón. Jaime de Argila, masón de la Logia Delfos número 12 de Barcelona, de la Gran Logia Española, que además simpatizaba con el nacionalismo marroquí, había trabajado en Egipto durante muchos años y formaba parte del Comité Panislámico, simpatizaba también con ideas panislamistas. ¿Por qué pretendieron que fuese este señor el alto comisario? Porque el que estaba en estos momentos, Luciano López Ferrer, era un ferviente antimasónico y monárquico. Por lo que desde 1931, desde el mismo momento en el que se instaura la República, están los masones en Marruecos perseguidos. Existen muchísimas, se dio el caso de muchísimas destituciones del personal civil masón de sus puestos, además de, no me sale la palabra ahora, de amenazas extraoficiales para estos masones. Por lo que la situación era bastante complicada en Marruecos al ser masón, y ellos plantearon esta iniciativa. No les hacen ningún caso, la propuesta no recibe respuesta, por lo que Jaime de Argila nunca será alto comisario, lo va a sustituir Juan Moles Ormella, que sí será más amigo de la masonería y mucho más republicano liberal que lo que era su antecesor, y iba a haber una relajación en estas persecuciones hasta 1934, con los sucesos de octubre en España,
y que vuelven otra vez las persecuciones hacia la masonería. Pero bueno, independientemente de estos proyectos, realmente hubo más problemas que otra cosa y quedaron básicamente en el papel. ¿Y cuáles son estos problemas a grandes rasgos? Pues estos condicionantes y barreras sociales pues, estaban impuestas directamente por el Estado y por el propio canon colonial que ellos mismos configuraron, en el que el musulmán iba a estar siempre en una situación de inferioridad respecto a los españoles, aunque no se planteara desde su ideal masónico. Además, a pesar de que fuese un vehículo más del colonialismo español, la masonería no supo entender realmente la realidad contextual del territorio. Y eso se ve en los proyectos educativos y en las becas que al final acababan en manos de judíos y en manos de españoles con escasos recursos, más que de musulmanes. Al fin y al cabo entendían que era a lo mejor un dinero mal invertido y no se llevaba a cabo. Además de ello, la situación en Marruecos respecto al analfabetismo y la enseñanza era muy excluyente, estaba muy dividida, y llegándose a hablar de incluso por parte de los españoles, llegándose a hablar de una colonización de pobres en Marruecos, por lo que era una situación complicada de lidiar. El idioma era otra barrera importante, pues a pesar de que se intentó impulsar que la administración española aprendiese a hablar el árabe, no se hacía, los rituales tampoco se tradujeron, había algunos intérpretes, pero poco más. Y los árabes que aprendían español o que sabían tampoco lo manejaban con la suficiente soltura para a lo mejor entender discursos más abstractos y complejos como puede ser de la masonería. Pero además de ello, la población marroquí no llegaba a comprender del todo el colonialismo y la política española. Existen varios testimonios en los que pues, se posicionan en manifestaciones a favor de la República, pero también piden sultán por papela, como dicen ellos. Esto se relaciona precisamente con el movimiento nacionalista que está empezando a surgir en Marruecos en estos momentos, y sus líderes, los líderes de este movimiento nacionalista, van a estar en las logias, van a ser los musulmanes que estén en los cuadros masónicos de las logias españolas. Precisamente porque en un principio este protonacionalismo no supuso ninguna exclusión ni ningún problema para la masonería española en su ideal. Al contrario, creían que iniciando musulmanes, por mucho que fueran nacionalistas, pues podría incentivar a que a otros musulmanes pudiesen entrar en las logias. El problema es que estos musulmanes pronacionalistas pretendían la ayuda de la masonería para conseguir sus logros nacionalistas, ayuda que no conseguían de la administración y de los civiles. Entonces la situación llegó a un punto en 1933 en la que no era demasiado contradictoria y la Gran Logia de Marruecos publica un edicto en el que considera incompatible la masonería con el nacionalismo, precisamente porque se contradecía al ideal colonial impuesto en Marruecos. Además, los masones y los nacionalistas estaban tanto los masones como los nacionalistas estaban perseguidos por las autoridades francesas y las autoridades españolas, lo cual complicaba bastante la situación de la masonería en Marruecos. Sin embargo, existió una situación, una acción paralela respecto al nacionalismo que está representada por la Gran Logia Española y la Logia Delfos de Barcelona que antes mencionaba, en la que los padre Jaime de Argila y su hijo, el venerable maestro de esta logia, que es Marcelo de Argila, mantienen constantes relaciones con los nacionalistas de la zona francesa, de la zona española, Egipto, París, creando una red en pro de este nacionalismo marroquí muy fuerte, que es avalada por estas logias en las que se comunican y pretenden pues, ayudar, rescatar a los musulmanes nacionalistas perseguidos, que son también hermanos. En definitiva,
se trataba de una visión contradictoria que en el fondo pretendía constituir la utopía de ese mundo maravilla, ese nuevo al-Ándalus masónico que dotó de legitimidad a la actuación de las logias españolas en Marruecos, pero que no planteaba de verdad una emancipación marroquí. Al menos no por lo que parece en la documentación, y al menos no porque en 1936 se acaba el proyecto con la guerra. Pero realmente el mayor problema o el problema esencial precisamente es esta colonización de pobres en Marruecos, como lo dicen muchos autores, precisamente por lo que esto implica. ¿Qué implica una colonización de pobres? Implica analfabetismo, moral tradicional, católica, musulmana, que ya está, tendencias al conservadurismo político, que dejaba en manos de los militares africanistas toda la acción del protectorado. Aunque, por otro lado, también implicó las cosas como son, unas mejores relaciones bilaterales entre las tres culturas, llegando a haber mucho más diferencia entre civiles y militares que entre cristianos, musulmanes y judíos. Ya para terminar, pues unas conclusiones. La masonería marroquí, a pesar de que fue una masonería colonial y colonialista, con un proyecto colonizador y civilizador muy concreto, utópico en sus bases, trabajó para su consecución, consiguiendo al menos la convivencia tricultural en las tres logias, al menos en sus primeros años. A pesar de su modelo ideal colonizador, a pesar de resignificar el pasado compartido con musulmanes y judíos y de idealizar Marruecos como piedra bruta para moldear en base a los preceptos masónicos. A pesar de todo esto, no pudo luchar con las persecuciones ni con la política olvidadiza de la República, ni mucho menos con la representación del hermano moro, el indígena, el niño, propia del canon colonial, ni aún con el colonialismo marroquí que defendían los hermanos musulmanes, que iba en contradicción con su ideal colonial. La masonería española en Marruecos fue, a fin de cuentas, crónica de una muerte anunciada, pues presentó numerosas barreras que la condicionaron. Sobre todo la actuación paralela de la derecha fascista y militar del territorio, desapareciendo al final el 17 de julio de 1936, día que empieza la guerra civil en Marruecos. Guerra que fue planeada y configurada en los mismos años que la masonería intentaría crear su sociedad fraternal perfecta. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, que nos ha dado una perspectiva de una de las cuestiones masónicas de las que se saben muy poco y que son descubrimientos muy importantes. Ahora continuamos con el colega Iván Pozuelos Andrés, el doctor Iván Pozuelos Andrés, de la IES de la Universidad Laboral de Gijón, también miembro muy activo del SEME y editor de la revista Remlac, que nos hablará de Imperialismes, Masoniques et Politiques. Yo quería decirle a Iván, si prefieres estar de pie, lo que podemos hacer es hablar con el micrófono, no estar aquí atados. Sí, es como me ocurrió. No, gracias, no pasa nada. Voy a intentar hacerlo bien también de pie, sentado. Gracias, Silvia. Para eso hay las dos opciones. Merci, Guillaume Desroy. Bien, il y a 2 ans, nous étions au 14e Congrès international d'histoire de la franc-maçonnerie espagnole à Gijón, en Espagne, et Guillermo de los Reyes nous a demandé s'il pouvait présenter et annoncer eh bien, l'organisation de ce colloque. Évidemment, on a dit oui, et c'est là où on s'est aperçu que pourquoi on n'y allait pas. C'est vraiment la première fois qu'il y a un groupe de chercheurs espagnols et latino-américains qui viennent présenter leurs travaux avec les collègues britanniques, américains et français. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle pour un petit peu comprendre quelle est la vision que nous voulons et nous faisons depuis le Centre d'études historiques de la franc-maçonnerie espagnole et depuis la revue avec tous les collègues que vous avez pu entendre et écouter ces jours-ci. Il y a 40 ans, jour pour jour, ma grand-mère espagnole
m'a emmené ici à Paris pour retrouver mes parents. Ils étaient venus quelques semaines auparavant pour essayer de trouver leur nid où poser leur vie et la mienne. Et pendant 3 ans, on a vécu rue de Turenne, dans 9 mètres carrés. Et moi, j'ai habité avec eux pendant 17 ans après, avenue de Suffren, dans 12 mètres carrés. C'est vous dire si j'étais loin de l'histoire et même de la franc-maçonnerie. Après, l'école est arrivée, on m'a fait redoubler ma 4e. J'ai fait, certains vous en rappelez peut-être, bac G3. Vous vous rappelez tous la chanson de Michel Sardou sur bac G, bac poubelle. C'est vous dire si j'étais loin de l'histoire, de la franc-maçonnerie et de la recherche. Et lorsque j'ai communiqué à ma conseillère d'orientation que je voulais faire histoire et à la Sorbonne, elle a pris sa retraite anticipée. Elle avait raison. Tout était fait pour que je ne sois pas là aujourd'hui, non ? Mais bon, c'est vrai que depuis, les chercheurs, les historiens, leurs thèses, au bout d'un moment, c'est quand même une lutte. Hein. C'est une lutte contre plein d'obstacles. Et à un moment donné, eh bien, on se rencontre et on trouve qu'on n'écrit pas la même histoire. C'est pas possible. On n'a pas eu la même vie. Je ne peux pas écrire de la même façon que d'autres collègues. Pas mieux, mais pas de la même façon. C'est pour ça que ce genre de colloque, de congrès et bon, de genre de journée d'études nous font du bien, et surtout parce que, surtout pour les passionnés de l'histoire. C'est vrai que en Espagne, c'est pas comme en France et comme en Angleterre ou aux États-Unis, l'histoire de la franc-maçonnerie, parce que leur histoire de ces pays n'ont pas été les mêmes. Évidemment, en Espagne, nous avons eu Franco, qui n'a pas seulement tué les communistes, les anarchistes, les francs-maçons et tout ce qui n'était pas d'accord avec lui, sinon qu'il a réellement tué l'Espagne. Et l'Espagne est morte en 1939 et elle a ressuscité justement lorsque Franco est mort, c'est-à-dire, grosso modo, 36 ans après. Mais cette ressuscité, elle a ressuscité pratiquement sans mémoire. Ce que je veux dire par là, c'est que reconstruire, par exemple, dans notre cas, hein, l'histoire de la franc-maçonnerie, c'était obligatoirement à travers des personnes qui n'étaient pas ou qui n'avaient pas eu contact avec la franc-maçonnerie. C'est pour ça aussi qu'on note, lorsqu'on écrit, lorsqu'on écoute, eh bien, nos collègues, certaines différences. Évidemment, en France, en Angleterre, aux États-Unis, il y a toujours, pratiquement, il y a eu des petites périodes. Évidemment, il y a eu Vichy, mais bon, comparé à l'Espagne, bon, moi, ça a été un petit peu plus court. Pas moins dur, mais en tout cas un petit peu plus court, ce qui a fait se reprendre beaucoup plus vite le pays, les études et l'histoire. Donc, c'est vrai que c'est une histoire différente. Lorsque Guillermo nous a demandé de préparer quelque chose, on s'est réunis, on a pensé, parce que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est rabâcher la même chose. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est réécrire la même chose qu'écrivent les Français ou les Anglais, parce qu'on l'écrit en espagnol. Non. Mais c'est aussi à l'inverse. Nous disons qu'il faut lire en français, qu'il faut lire en anglais, mais il faut aussi lire en espagnol. Mais pas parce que c'est l'espagnol, mais parce qu'on est là. C'est parce que réellement, depuis 35 ans, il y a une grosse production historiographique en Espagne, 27 volumes de grosso modo 16 000, 17 000 pages d'études consacrées à la franc-maçonnerie. Alors évidemment, franc-maçonnerie espagnole, mais si vous lisez bien les volumes, évidemment, 27 volumes sur l'Espagne, non. C'est sur la franc-maçonnerie française, belge, anglaise, allemande, italienne, portugaise, brésilienne, argentine, bon, pratiquement de tous les pays. On s'est rendu compte aussi, et c'est un petit peu ce qui nous a amené ici, c'est d'ouvrir toujours de nouveaux champs. Réellement, l'histoire de la franc-maçonnerie, c'est quelque chose d'extraordinaire pour l'histoire. C'est 300 ans d'histoire. Et ça, il y a peu d'organisations, je crois que c'est la seule, ou les seules, si on le met au pluriel, à pouvoir eh bien, nous permettre d'observer, ouvrir une fenêtre ou une grande porte, même un grand champ de recherche sur l'histoire, pas simplement des francs-maçons, mais notre histoire à tous. Donc on a proposé l'impérialisme et la colonisation. Vous avez entendu Valeria, vous avez entendu Sylvia, ce matin Rogelio, Felipe Corte. Bon, c'est vraiment un champ de recherche qui est en train de s'ouvrir. Ce ne sont pas des conclusions, ce sont des introductions pour l'instant. Mais c'est vrai que nous faisons comme un appel
à aller un peu plus loin des origines. Les origines, c'est très important, on le sait, surtout pour les francs-maçons, c'est bien, c'est normal. Mais bon, la franc-maçonnerie, c'est beaucoup plus riche. Les documents qu'il y a dans les loges anciennes et même modernes, eh bien, sont vraiment des grands trésors pour les historiens et pour tous ceux qui veulent comprendre un petit peu le passé. Alors évidemment, je suis allé à l'école, et dans mon école, ici à Paris, liberté, égalité, fraternité. C'est un petit peu l'impérialisme. Il faut faire attention, il faut le voir de tous les côtés, pas simplement de l'autre côté. Quand on vit comme j'ai vécu, il y en a beaucoup ici en France, eh bien on voit la liberté, égalité, et fraternité d'une autre façon. Ce sont un petit peu des concepts, c'est comme les classes sociales. Il y en a plus d'une. Donc il y a plusieurs degrés de liberté, égalité, fraternité, amour, tolérance, etc. Donc je crois qu'il faut bien préciser pour chaque contexte toutes ces précisions. Nous avons en Espagne un grand historien, sûrement que la majorité d'entre vous le connaissent, il s'appelle José Antonio Ferrer Benimeli. Il vient de publier son dernier livre, je crois que c'est le 100e, quelque chose par là, sur une approche de la franc-maçonnerie à travers les devises et les emblèmes maçonniques, mais pas qu'en Espagne, sinon dans le monde entier. Ce que je veux dire, c'est que, et c'est vraiment quelque chose de nouveau, enfin, on peut écrire sur la franc-maçonnerie, on peut comprendre l'histoire à travers l'histoire de la franc-maçonnerie. Encore, après tout ce qui a été écrit, pensez bien qu'il y a quand même un petit peu plus de 150 000 livres sur franc-maçonnerie. Alors évidemment, il y a les terribles anti-maçons qui sont très forts de ce côté-là. Mais bon, au moins, ça c'est fait. On les a mis de côté, il n'y a pas trop de problèmes. Ce sont des détracteurs de l'histoire, ils sont là de temps en temps encore, mais bon, dans nos colloques et disons dans notre niveau d'études et de publication, ils n'apparaissent plus que comme un objet d'étude à part entière. Mais il y a aussi un petit peu l'histoire à l'eau de rose, hein, et c'est aussi des détracteurs de l'histoire. Et il faut faire très attention aussi parce que l'histoire, en tout cas pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut être précis dans les concepts et dans le contexte. Sur l'impérialisme, comme on vous disait, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de l'impérialisme, eh bien, par exemple, quand Napoléon rentre en Espagne, c'est lui, ce sont les troupes de Napoléon qui introduisent réellement la franc-maçonnerie en Espagne. Mais bon, il faut voir les deux côtés. Celui qui envahit et celui qui est conquis, comment il réactionne. Il n'y a pas qu'un seul côté. Ou, si on peut le voir aussi, par exemple, lorsque se déclenche l'indépendance des pays en Amérique latine, il y a un impérialisme français et britannique qui va amener leurs militaires en loge et leurs commerçants en loge, eh bien, comme partie intégrante, disons, du mouvement d'impérialisme ou de colonisation, aussi bien en Afrique, comme l'a bien démontré ou expliqué tout à l'heure Valéria. Mais il y a aussi, après, en Amérique latine, leur propre impérialisme. C'est-à-dire, une fois les colonisés qui sont indépendants, ils veulent eux-mêmes coloniser d'autres territoires entre eux-mêmes. Et tout ça, c'est toute une production de tout un siècle, le 19e, qui nous permet aussi de voir un petit peu ce que disait aussi ce matin, c'est-à-dire, bon, l'impérialiste, c'est le méchant, ça on le sait, mais pas tous les colonisés sont gentils non plus. Et des fois, ils prennent le côté impérialiste pour eux-mêmes et donc commencent à le reproduire chez eux et même d'une façon beaucoup plus dure. Donc je vous disais que réellement, tous ces pays impérialistes, à partir du 18e, 19e et même 20e siècle, vont amener avec eux leur morale. Il y a une morale religieuse, ils l'amènent avec eux, mais il y a aussi la morale franc-maçonnique avec tous ces discussions internationales, comme par exemple le laïcisme, etc. Bon, même on pense très souvent que le laïcisme est né en Europe. Il faut essayer, et en plus on a essayé de faire cet effort, nous, depuis notre groupe de recherche, c'est d'arrêter d'écrire l'histoire du point de vue européen.
même on essaye maintenant d'arrêter de l'écrire du point de vue américain. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de nombril de l'histoire, ou disons que le nombril, il est mouvant. Il se déplace selon les contextes et selon les périodes, là où se joue un petit peu l'histoire de tout le monde. Si bien l'histoire n'a pas de frontières, mais malheureusement, il y a une histoire des frontières, non ? Donc c'est un petit peu sur ce champ de recherche que nous nous sommes lancés. Il y a plusieurs études déjà faites, dont je vous le disais, on a été en contact avec les grands historiens français et britanniques depuis des années, mais c'est vrai qu'ils venaient plutôt, eux, en Espagne ou en Amérique latine, mais on ne venait pas, nous tous, en France ou en Angleterre. Et à travers ce colloque, eh bien, je crois qu'est en train de se lancer une nouvelle équipe pour justement une plus grande collaboration sur ces sujets d'un point de vue historique et toujours en train d'essayer de trouver une explication à des tendances historiques beaucoup plus générales à part la franc-maçonnerie. Il y a quelques années, j'ai écrit un petit texte sur Kipling. Je crois qu'hier, il y a eu le film L'homme qui voulait être roi, je crois, qui a été reproduit ici. Franchement, c'est vraiment très intéressant. Parce que, par exemple, Kipling, qui est un saint franc-maçon, réellement, quand on lit un petit peu ses textes et même son parcours pro-impérialiste, aussi bien en Afrique du Sud qu'en Inde, on se pose des questions. Et avec notre proposition dans ce colloque de parler d'impérialisme et de colonialisme, qui va être le prochain dossier que nous allons publier dans la revue en décembre, eh bien, plus que expliquer quelque chose sur ce sujet, c'est plutôt d'ouvrir le champ et nous poser des questions pour trouver un équilibre entre, disons, écrire l'histoire, être nu, et continuer ceux qui sont francs-maçons à être francs-maçons et ceux qui ne sont pas francs-maçons à ne pas être francs-maçons s'ils le désirent, mais en une collaboration eh bien, pour le bien de l'histoire. Merci beaucoup. Gracias a Iván Pozuelo por hablarnos sobre estas relaciones académicas de los estudios de la historia de ambos lados del Atlántico y también la cuestión de norte a sur. Tenemos tiempo para preguntas y antes de que yo haga preguntas, que tengo varias, quiero invitar por favor al público a hacer las preguntas necesarias, y las preguntas, como ustedes saben, pueden ser dirigidas, ya que tenemos a los intérpretes en su idioma, en los 3 idiomas oficiales del Congreso. Así que, preguntas, por favor. Questions. Por allá atrás. Muy bien. Oui, bonjour. Déjà vous dire, parce que la dernière intervention m'a beaucoup plu, m'a fait questionner sur le nombre de personnes qu'on est depuis hier dans ces locaux. Et je suis assez bluffé du faible nombre de personnes qui est présente. Alors moi, c'est la première fois que j'ai un colloque, j'étais pas là il y a 2 ans. Mais est-ce que les loges, est-ce que les obédiences ont été invitées? Je ne suis pas sûr. Moi, j'ai eu l'information de manière très hasardeuse pour le passage de ce colloque, et pourtant je connais des tonnes de frères et de sœurs qui seraient ravis de pouvoir s'informer sur l'histoire maçonnique. Donc je me dis peut-être pour dans 2 ans, penser à faire une meilleure communication, me semble-t-il, parce que cette salle et les autres salles, je pense qu'elles pourraient être pleines. Bon, ça c'était peut-être une question un peu à part. Je voulais revenir sur la question du Maroc. J'avais entendu dire qu'aujourd'hui, pour les loges marocaines, elles obéissent toujours au roi et elles ne sont pas indépendantes. Alors, je voulais avoir un petit peu plus de points de vue là-dessus. Merci. Pardon, monsieur, je n'ai pas compris la question. Au Maroc, Oui. actuellement, les loges qui existent, d'après ce que j'ai compris, elles étaient inféodées au roi. Oui. Est-ce que c'est le cas ou pas? Et Quiere un saber petit si es peu... verdad o no que están
que deben su fidelidad ahora al rey. Las logias en Marruecos. Yo no conozco bien la situación de la masonería actualmente en Marruecos. Sé que existe, pero no le puedo contestar esa pregunta porque mi investigación apenas llega a 1936 y porque yo sobre todo estudio la masonería española en el territorio. No le puedo afirmar la pregunta, lo siento. Elle regrette, mais elle ne peut pas vous répondre parce que ce n'est pas ça. Bon, ce n'est pas. Elle ne le sait pas parce que c'est pas son époque. Elle étudie surtout la maçonnerie espagnole. On est alors du point de vue espagnol au Maroc. Alors ce qui se passe avec les Marocains, en plus ces jours-ci, elle ne le sait pas. Elle le regrette, mais elle ne peut pas vous répondre. Silvia, pero creo que le están traduciendo, no hay necesidad de... Ah, pero ella sí. Ah, para ella sí. Sí, pero no para él. Sí. Ah, perdón. No, gracias. No. No, gracias, se agradece. Tenemos los traductores simultáneos. Sí. Tenemos una pregunta, pero yo quería responder a lo que dijo el compañero. Para este congreso se trata de invitar a todo el mundo, a todas las personas. De hecho, este congreso es en la Biblioteca Nacional, gratis, y no es en ninguna logia particular ni en ningún espacio masónico para evitar cuestiones de regularidad y irregularidad que a nosotros los académicos nos gusta estudiarla, pero no estamos involucrados en esa política. Así que los organizadores de ese congreso invitamos a todas y a todos, a todas las personas que quieran participar y ojalá que dentro de 2 años pudieran venir. Gracias por esa sugerencia de que ojalá que personas de las logias estuvieran aquí, pero sí, todo mundo puede estar invitado y si no tenemos el contacto, porque algunos de nosotros hemos intentado y de hecho en la mañana un colega hizo un trabajo sobre contactando a varias de las logias aquí en Francia, las grandes logias, en cuestiones de su trabajo y algunas no respondieron, pero nosotros sí tratamos, así que en ese sentido se invita a todas y a todos. Gracias. ¿Más preguntas? Je voudrais faire deux questions, une en français et une en espagnol. Une en français à Silvia. Vous avez souligné que le procès Ferrer et son exécution était le premier événement anti-maçonnique en Espagne. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, dans l'histoire contemporaine espagnole, en particulier au XIXe siècle, pendant la Première République en 1873, il y avait un antimaçonnisme plus atténué et une plus grande tolérance à l'égard des francs-maçons, en particulier ceux qui étaient passés par le pouvoir ou qui allaient y accéder. Je réponds en français, non? Oui, d'accord. Alors, ce que je voulais, je ne sais pas ce que j'ai dit. Carrément. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est la première documentation visuelle qu'on a de tout ce nouveau ennemi qui sont les anarchistes, les libres penseurs, les anticléricaux, etc., etc. Il y avait des sentiments anti-maçonniques, mais pas tellement forts pendant la Première République. C'est venu, toujours l'Église catholique, bien sûr, oui, mais à part de ça, non. C'est venu beaucoup plus tard, comme vous savez, j'imagine, sous Franco. Merci. Je peux me permettre de répondre un petit peu à votre question, hein, Sylvia, tu me le permets aussi d'ajouter un petit truc. Parce que la fin du 19e siècle en Espagne est formidable parce qu'il y a une liberté d'expression qu'aujourd'hui il n'y en a pas, même ailleurs. Donc les francs-maçons et les anti-maçons peuvent s'insulter dans les journaux sans problème. Mais il y a des quantités de journaux et de feuilles spécialisées que pour défendre les francs-maçons et pour attaquer la franc-maçonnerie. Il va y avoir même un jugement, un procès public qui va faire une fureur terrible avec 2 avocats, un avocat célèbre franc-maçon et un avocat célèbre anti-franc-maçon, et ça va être publié partout. Enfin, cette période-là de liberté d'expression qu'on a eu en Espagne, après on l'a plus eu, même aujourd'hui. Y una pregunta para Valeria. En Marruecos, durante el finales del 19 y principios del 20, que se implanta la idea colonial española, una revista y un movimiento africanista
son importantísimos y los que construyen este movimiento africanista de geógrafos, de historiadores y periodistas tienen relación o no con logias o con responsables de logias como Martínez Barrio. Sí que las tienen. De hecho, hay bastantes logias ya configuradas. Se realizan, de hecho, dos grandes logias regionales antes de la republicana que yo trabajo y están en constante producción de trabajos y en constantes relaciones con todo lo que es la población del protectorado. Había muy pocos españoles todavía, con los años fueron llegando cada vez más y sí que están en relación y de hecho tienen muchos contactos con otras asociaciones, por ejemplo, con el Ateneo Hispano-Marroquí, con las escuelas hispano-israelitas, también cafés, casinos. Realmente, imagínate la población española es tan minoritaria comparado con la mayoría musulmana, pues todos se conocían prácticamente y todos estaban en convivencia. También por eso había más problemas cuando habían choques entre ellos, ¿no? Pero sí, no le puedo decir ningún dato concreto, pero sí es verdad que los mismos masones que estaban en las logias son los directores de revistas profanas y los propios fotógrafos también que están registrados, los maestros de escuela y los propios comerciantes. O sea, estaban en plena armonía todos. ¿Otras preguntas? ¿Comentarios? Es que no se ve muy bien. ¿No hay nadie ahí atrás? No vemos. No se ve. ¿No? Muy bien. ¿Algo más? Bueno, si no tenemos más preguntas o comentarios, quisiéramos invitarlos en nombre del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española y también la revista Remlac. Hay dos congresos futuros. Uno, el congreso en Cuba, en La Habana, Cuba, del 28 al 30 de junio de este año, de 2017. Es un congreso de historia de la masonería latinoamericana. Ya no hay espacio para presentaciones, pero si les gustaría ir a disfrutar de La Habana antes de que cambie demasiado e ir a un congreso de masonería, les podemos mandar la información. De hecho, le pediremos a Daniel Gutiérrez, que tiene los correos electrónicos de todos ustedes, que les mande la información. Y para el congreso que si hay oportunidad de mandar trabajos todavía, es uno que se llevará a cabo en la ciudad de Lisboa, en Portugal, sobre mito e historia. Es para del 11 al 13 de octubre de 2018 y también pueden ustedes ir a las redes sociales del Centro de Estudio Histórico de Estudios de la Masonería, CEME o CEME, depende si son de Latinoamérica o de España, o del sur de España. Y también, bueno, y queremos invitarlos, también va a haber otro, como tienen en su programa aquí, tenemos un congreso en Washington, D.C., que es una versión más pequeña en los Estados Unidos de este congreso que se está realizando aquí en la Ciudad Luz, como le decimos a París, los latinoamericanos, bueno, y creo que en todo el mundo. Así que si no hay más preguntas, queremos agradecerle su presencia, agradecerle a las ponentes, al ponente, esta magnífica discusión que tuvimos sobre imperialismos y colonialismos y sobre temas que están todavía por descubrirse. Muchísimas gracias.